Bonsoir, bienvenue à cette conférence ICM Amos. Je me présente Robert Cloutier, le président de la section ICM Amos. Voyons, je prends la feuille, mais on commence par la base. Merci aux commanditaires. Les commanditaires, ils défilent sur le côté ici, ils ont défilé en avant. Nos commanditaires principaux, commanditaires majeurs, sont affichés avec leur bannière. Un gros merci à ILEC Industries, Forage Nordique et Sayona pour le cocktail à l'entrée. Et encore une fois, un merci à l'Hôtel des Esquerres pour la salle qui nous fournissent. Je vous invite à aller visiter notre page Facebook ICM Amos. La présentation de ce soir va rester sur la page Facebook et va être aussi stockée sur la page de Médiaté, qui est le François et le groupe qui a fait l'enregistrement. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser des questions. Posez vos questions sur la page, soit la page Facebook d'ICM ou la page de Médiaté. François va les prendre puis on va les relayer aux conférenciers. La conférence de ce soir est donnée par M. Philippe Cloutier. Philippe est géologue, président, chef de la direction et administrateur de Ressources Cartier. En passant, il est cofondateur de Ressources Cartier. Il est détenteur d'un baccalauréat des sciences en géologie et d'un certificat en gestion des ressources humaines. M. Cloutier œuvre dans le domaine de l'exploration minière depuis plus de 30 ans, entre autres pour Noranda, Or-Ressources et Sochem. M. Cloutier est responsable de la découverte du gisement cuivre-zinc de Bel-Allard Sud, à Matagami, qui avait 3,4 millions de tonnes à 26% cuivre, quasiment 14 zinc, avec 0,67 grammes-tonnes en or. C'est quand même quelque chose. Depuis septembre 2002, il est membre du comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des géologues du Québec. Philippe. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Testing. OK. Ce soir, je vais essayer de garder ça relativement simple puis essayer d'être le plus clair possible. C'est une présentation qui va essentiellement focuser sur notre projet phare, le projet Minchimo. Mais vous allez voir que je vais vous présenter la stratégie d'exploration qu'on utilise. Et puis, à la fin, je vais vous garder une petite diapo ou deux sur le fait qu'on a la capacité de répéter le succès qu'on a eu sur Chimo, sur nos autres projets. Alors, juste avant de poursuivre, ça, c'est une photo du minerai dans une veine de quartz de la Minchimo. Ça, c'est du forage sur le projet Minchimo. Et ça, c'est une photo d'un grain d'or visible dans de la carotte qu'on a sorti dans les derniers 3 ans. Des énoncés prospectives, je vais en faire à soir, fait que c'est d'usage de faire ce déni de responsabilité-là. Avant de poursuivre, la personne, le QP de notre projet, la personne QP sur le projet, c'est Gaétan Lavallière. Alors, je vous le présente, c'est le vice-président de la compagnie Exploration. Et il est un des personnes principales qui nous a aidés en 2012 de passer d'une compagnie qui faisait de l'exploration grassroots à une exploration type que vous allez voir. Alors, merci Gaétan. Puis, il va sans doute m'aider à répondre à certaines questions techniques, si vous en avez, tout au long de la présentation, puis sans doute après. Puis j'ai avisé les journalistes qui pouvaient aussi poser des questions à Gaétan. Ouais, la machine a fait des free games là. OK, notre stratégie, plusieurs points. Bien, le premier point, c'est qu'on vise à valoriser des projets aurifères, offrant un potentiel d'accroissement rapide. Je vais revenir là-dessus dans une des diapos plus tard. Vous allez voir ce qu'on veut dire par valoriser, puis de façon rapide. Et la façon que nous, on le fait, ben, c'est qu'on fait l'extension géométrique des zones aurifères pour délimiter d'importants volumes à teneur constante.
Ça aussi, on va élaborer là-dessus des diapos. Et on fait ça, évidemment, pour minimiser le CAPEX envisagé sur un projet, aussi minimiser l'impact environnemental et en même temps maximiser le cash flow et le taux de rendement interne du projet. Bien entendu, on fait ça avec la vision de récompenser nos actionnaires. Et si on fait ça, ils vont nous rester fidèles, puis ils vont nous permettre de financer l'aventure pour les prochains projets. Et donc, c'est de répéter successivement la formule gagnante sur les projets tels que Benoît, Fenton et Wilson. Situé Chimo, c'est à 45 km à l'est du centre-ville de Val-d'Or. Quand vous arrivez par Montréal, juste avant la ville de Louvicourt, il y a un chemin forestier qui mène, il est déblayé à l'année, qui mène à la pourvoirie du lac Guéguen. Ben, on accède au projet Chimo à l'année via ce chemin-là. Comme le rapprocher. Wow. Ça va? Ça va? OK. Bon, le projet Minishimo. Essentiellement, je vais vous présenter deux grands concepts. Le premier, les travaux qu'on a complétés à date. Et deuxièmement, les travaux de valorisation qui sont en cours. Alors, les travaux qu'on a complétés à date, essentiellement depuis la mi-juillet 2017, sont à peu près 50 000 mètres de forage. On a testé l'extension géométrique en profondeur de 25 zones aurifères connues pour ensuite en prioriser 7. Et récemment, c'est juste avant Noël, on a livré une estimation de ressources du couloir aurifère central et on a produit, via cet exercice-là, une ressource indiquée de 461 000 onces d'or et dans la catégorie ressources présumées, 417 000 onces d'or. Je vais vous détailler plus tard comment on est arrivé à ça, puis où ils sont situés. Mais encore plus important, si on s'en tenait juste à ça, vous diriez, bon, ben, toutes catégories confondues, on a 880 000 onces. Ben, il y a 3 étapes qu'on est en train de faire présentement, qu'on a annoncé via un communiqué de presse ce matin, c'est-à-dire une estimation de ressources en cours sur les couloirs aurifères nord et sud, du forage en cours avec 2 machines sur à l'est du couloir central aurifère, dont à peu près 10 000 mètres. Et puis ça vise à accroître le volume de la minéralisation en dessous de 3 nouvelles zones découvertes en mai l'année passée. Et puis finalement, ben, on a initié des études d'optimisation interne, d'ingénierie et de ore sorting. Et la présentation, ben, en réalité, ça va être ces éléments-là que je vais vous présenter. Et j'espère vous convaincre que ben, le projet, il continue d'accroître son potentiel. Rapidement, cette diapo-là, ici, elle démontre la partie supérieure. On a une distribution de plusieurs des gisements le long de la faille Cadillac. Puis entre la mine Chimo et le complexe Musca-Westwood, on a à peu près 60 km. On voit sur la partie inférieure de la diapo, ben, que ces gisements-là ont eu une longue vie, puis on a pu les explorer dans le cas de Westwood à une profondeur de 2,5 km. Dans le cas de la Ronde, à une profondeur, puis ça continue à 3,5 km. Dans le cas de Goldex, jusqu'à 1,5 km. Et tantôt, je vais comparer un peu les caractéristiques de la proie de Chimo. À Chimo, il y a eu 3 producteurs. Et puis, à chaque fois, les producteurs-là ont dû cesser leur production. Puis, ça a été des conditions économiques qui ont forcé l'arrêt de production et non pas un manque de minerais. Alors, prochaine diapo. On compare certaines caractéristiques de la mine Lapa et du projet Mine Chimo. À la mine Lapa, c'est un projet dont la minéralisation a été délimitée à partir de 400 mètres jusqu'à une profondeur de 1500 mètres. Et on voit la comparaison à l'image de Chimo. Les deux images, côte à côte, sont à la même échelle. Pour délimiter cette minéralisation-là, Agnico a fait à peu près 85 millions de dollars d'exploration à partir de la surface. Dans notre cas, je vais vous le montrer,
la minérisation par la part de la surface et déjà jusqu'à la profondeur équivalente de Minchaimo. Et nous, on a fait à peu près, récemment, dans les derniers 3 ans, à peu près 10 millions de travaux d'exploration. Vous voyez, on compare approximativement la géométrie puis la dimension de la minéralisation à Mine-Lapa versus celle de Chaimo. Mine-Lapa a fermé en décembre 2018, ayant produit à peu près 825 000 onces d'or. Ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'en moins de 3 ans, avec 10 millions de dollars, récemment, on a produit une estimation de ressources, toutes catégories confondues, d'à peu près 880 000 onces. Je vais vous montrer comment cette minéralisation-là est distribuée, où elle est localisée, puis les paramètres qu'on a utilisés pour faire l'estimé de ressources. Et l'estimé de ressources a été fait uniquement dans le couloir central aurifère du projet. Bon. Sur cette diapo, à vol d'oiseau, on voit plusieurs éléments. Ce matin, via un communiqué de presse, on a annoncé qu'on octroyait un mandat d'estimation de ressources sur le couloir nord et le couloir sud. En novembre dernier, on a présenté une estimation de ressources du projet uniquement sur le couloir central. D'accord? Alors, présentement, puis pour le reste de la présentation, vous allez voir que le premier élément, c'est que dans les prochains mois, on va sortir les résultats de l'estimation de ressources du couloir nord et sud, que vous pourrez rajouter à ceux que vous connaissez sur le couloir central, aurifère. Il y a 2 foreuses en activité ici, sur 3 zones minéralisées qu'on a découvertes tard l'année passée. Et puis, vous avez en même temps la distribution des 25 zones aurifères qu'on a testées avec les 50 000 mètres. À peu près 26 000 mètres sur 25 moins 7, 18 zones, et la balance sur le couloir central qui a mené à l'estimation de ressources. L'estimation de ressources, bon, la voici en novembre 2019. C'était le tableau qu'on a présenté dans un communiqué de presse. D'accord? Les paramètres utilisés, c'est un prix de l'or de 1 292 US. Et on a choisi une teneur de coupure de 2,5 pour retenir le nombre d'onces qu'on allait présenter au public. À 2,5 grammes teneur de coupure, dans la catégorie ressources indiquées, on a 461 000 onces qui est tiré de 3 263 000 tonnes de matériel minéralisé à une teneur de 4,4 grammes par tonne. Et puis, on a 417 000 onces dans la catégorie ressources présumées, tirées de 3 600 000 tonnes à une teneur de 3,5. Voilà. Merci, Ghislain. 2,5. C'était les paramètres retenus pour divulguer l'estimé de ressources. Mais on a fait certaines simulations, puis certaines hypothèses, puis j'attire votre attention à l'hypothèse que si on avait utilisé une teneur de 1,5 grammes par tonne comme teneur de coupure, ben ça aurait produit, ce résultat-là aurait donné 640 000 onces dans la catégorie ressources indiquées. Et c'est dans la catégorie ressources présumées, le même 1,5 grammes par tonne aurait produit 716 000 onces dans la catégorie ressources présumées. Retenez ça parce que plus tard, je vais vous présenter, ça va rentrer en ligne quand je vais vous présenter les études d'ingénierie puis d'optimisation et de tri. Je vais y revenir sur la raison qu'on pense à 1,5. Bon, ça, c'est une tranche verticale dans le couloir central aurifère. Okay? Ça n'inclut pas la minéralisation qu'on reconnaît dans le couloir nord puis dans le couloir sud. Le même code couleur s'applique ici dans le tableau précédent. La ressource de catégorie indiquée est en rouge, à peu près 461 000 onces, et elle est essentiellement centrée autour des infrastructures, c'est-à-dire le puits de Minchaimo qui est sur cette section-là ici, puis qui descend jusqu'à 920 mètres.
En bleu, on voit la catégorie ressources présumées, à peu près 417 000 onces. Et ça, je vous rappelle que c'est une teneur de 2,5. Fait qu'imaginez si on décidait de considérer une teneur de coupure de 1,5. Évidemment, les volumes seraient beaucoup plus grands. La partie à droite de l'image, ben, c'est tout simplement une vue transversale composite qu'on regarde comme ceci, puis c'est une section à peu près ici. Et la patatoïde bleue que vous voyez là, ben, c'est cet amas-là. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Ben, tantôt, je vous ai mentionné qu'on avait 2 foreuses en activité sur le projet. Ben, les 2 foreuses sont installées ici, dans la partie nord, puis IFOR ici en profondeur, comme ça. Cette cible ici qu'on appelle une zone, une cible prioritaire. Et la façon qu'on fait ça, c'est qu'on a 2 trous, un trou pilote qui arrive ici, puis il va faire des branches en remontant, comme ça. Le deuxième trou pilote, il est ici, puis il va faire des branches en remontant comme ça, de façon à balayer de façon oblique le couloir de minérisation aurifère qu'on estime être présent. On avait fait la même chose ici dans l'extension de la mine principale. On avait fait 2 trous pilotes qui avaient balayé comme ça, puis ça avait contribué à démontrer, premièrement, que le système minéralisateur continue. Deuxièmement, générer des onces ou un potentiel d'onces. Il est étonnant, lui. Bon. Je vais revenir sur ces slides-là plus tard, puis un peu leur signification, mais bon. Achimo, c'est un producteur, un past producer, puis on reconnaît 2 grands types de minéralisation. D'accord? On a en bleu ici, désolé pour les daltoniens, une minéralisation qui est associée à d'importants volumes de roches sulfurées, principalement d'arsénopyrite, où on peut générer des teneurs constantes. D'accord? C'est un arsénopyrite non réfractaire. Le deuxième type de minéralisation en rouge, ici, ben, c'est des veines et des vénules de quartz tardives, centimétriques à localement 10 mètres dans la partie supérieure de la mine, avec de l'or natif. Bien, cette catégorie-là de minéralisation a produit un concentré gravimétrique. Ça représente à peu près 1% du minerai, mais 25% de l'or qui est extrait de la mine. Versus, en bleu, la minéralisation qui est associée à de grands volumes, à teneur constante, ben, ça a été un concentré d'arsénopyrite qui représentait à peu près 3% du minerai, mais a produit quand même 75% de l'or. Retenez cette minéralisation-là parce que c'est ce qui va être le point de lancement de la deuxième étape de notre valorisation du projet. On en arrive à un point tournant du projet et on a élaboré un ensemble de projets d'ingénierie interne et de ore sorting sur le projet Minchimo. On va y aller dans les prochaines diapos, on va les prendre un à un, mais dans l'ensemble, on a un projet qui s'appelle le projet Capacité maximale d'alimentation du plan de triage à la surface, qui, lui, est scindé en 3 projets. Le projet 1A, qui est la capacité de minage du projet. Le projet 1B, qui est la capacité de hissage du puits et du projet. Le projet 1C, qui est la capacité de production. Ensuite, on a notre projet 2, qui est la capacité de triage. On étudie la possibilité de prendre des technologies comme ore sorting de Tomora et de l'amener sur le site. Puis finalement, le 3e projet, c'est un projet qui intègre tout ça, qui vise à minimiser le CAPEX, les dépenses pour partir le projet, et l'empreinte environnementale, tout en maximisant, si vous voulez, le cash flow puis le taux de rendement interne du projet. Fait que c'est du feedback mechanism c'est pour ça qu'il y a une étape de le faire à l'interne, puis de voir c'est quoi les paramètres les optimales, puis après ça, revenir, puis pondre, puis s'en aller vers une solution, une voie optimale pour le projet. On va y aller tranquillement, pas vite. On reprend notre échantillon.
j'ai oublié de mentionner tantôt que c'est un échantillon qui peut faire à peu près la moitié de ce laptop-là, peut-être un pied par un pied. OK? Mais ce que vous observez à l'échelle de cet échantillon-là, ben dites-vous bien qu'on l'observe à l'échelle du bloc minéralisé qui est 1 km de long par 1 km de profondeur puis 1 km d'épais. C'est ce qu'on trouve à la mine Chimo. D'accord? Fait que le projet 1A d'ingénierie à l'interne, c'est de déterminer la capacité minage, c'est-à-dire déterminer la configuration des chantiers qui permettraient une récupération optimale des ressources estimées basées sur une teneur de coupure, soit de 1,5 ou de 2,5. Alors, vous voyez pourquoi dans le tableau, je vous ai focusé sur ces deux teneurs-là. Dans un cas, le cas qu'on a présenté lors du communiqué, il y avait 880 000 onces, toutes catégories confondues, mais que si on se permettait de regarder le projet à 1,5, ben, il passe de 880 000 onces, toutes catégories confondues, à 1,3, sans même faire du forage additionnel, d'une part. Fait on peut y aller avec une méthode de minage semi-sélective si on mine juste ici le bleu, d'accord, ou la veine avec des éponges, avec une situation de 2,5 grammes par tonne, ou on peut configurer les chantiers pour venir ramasser toute la minéralisation. On baisse la teneur de coupure 1,5, mais là, on ramasse beaucoup plus d'onces. D'accord? Fait que ça, c'est le premier projet d'engineering. La faisabilité de ça. Ça, c'est les paramètres optimales de ça. La deuxième partie du projet 1, c'est-à-dire déterminer la capacité d'hissage. Okay? Une image vaut 1000 mots. Déterminer la capacité maximale de hissage du minerai à la surface à partir du puits. C'est-à-dire, on ne veut pas rebâtir un puits, on ne veut pas le slasher puis rajouter 2 pieds. On veut juste descendre dedans, le dénoyer, descendre, sécuriser la boiserie, possiblement rajouter du fer pour pouvoir augmenter la capacité d'hissage de ce puits-là. Très important. Peut-être qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Bon. Puis finalement, ben, c'est de déterminer la capacité de production. Ça, c'est un projet en soi. Les ingénieurs regardent la situation puis ils disent, bon, on va essayer d'élaborer une cédule de minage pour alimenter la capacité maximale de hissage, okay, à la surface pour une durée d'extraction des chantiers définis dans 1A. Évidemment, les guides, c'est-à-dire, c'est les données qui vont parler, puis qui vont nous permettre de définir la voie la plus optimale pour essayer de récupérer le maximum d'or de ce projet-là. Alors, on a produit une estimation de ressources qui va être bonifiée, on l'espère, avec l'estimé des couloirs nord et sud, qui va être bonifié par ces études-là. On prend le projet, puis on continue à y ajouter de la valeur, sans même nécessairement avoir à le forer davantage. Puis je vous rappelle qu'on a 2 foreuses en activité pour forer la découverte de la partie est. Finalement, une des parties très importantes de toutes ces études-là, c'est la capacité maximale de triage. C'est de déterminer les paramètres et les rendements d'un plan de triage, ou ore sorting, optimal à la surface pour séparer la composante quartz et silice, l'or qui est là-dedans, et de l'arsénopéritorifère de la roche minéralisée. Vous avez vu dans l'échantillon que c'est quand même pas flou, c'est assez distinct. Et puis, ces plans de triage-là, qui est une technologie qui est démontrée, qui est utile, on le voit, en fait, on l'a vu au projet Stornoway. Hein, il y a des plans comme ça pour séparer les diamants de la gangue. Puis on le voit aussi dans un petit projet aurifère présentement, le projet Go West, à 3 km de Timmins, où est-ce qu'ils ont utilisé ça, puis ont fait des tests. Puis curieusement, ben, si on a le même type de minéralisation, veine de quartz, or dans de l'arsénopyrite, 5 zones minéralisées dans un cube de roche de 1 km par 1 km par 1 km. Ça s'appelle le projet Bradshaw. Fait qu'évidemment, une fois qu'on a les réponses de la capacité de ce système-là de nous aider à optimiser le projet, eh bien, on met tout ça ensemble, on met notre projet 1A, 1B, 1C.
le projet 2. Et le projet 3, c'est de faire une analyse de toutes ces données-là et puis de viser à vraiment minimiser l'investissement qu'on doit faire pour redémarrer ce projet-là, tout en minimisant, évidemment, l'empreinte environnementale du projet, mais bien entendu, en maximisant le cash flow puis le taux de rendement interne de ce qu'on espère être une mine sur Chimo. Fait évidemment, le projet d'ore sorting vise à envoyer le moins de camions sur la route au concentrateur, OK? Puis minimiser l'impact environnemental. En fait, le projet ressemble à ça présentement. Ça, c'est les 2 foreuses en activité sur le projet Minchimo. Ça a été pris la semaine passée à partir d'un drone. Un de nos foreurs a pris cette photo-là. Puis on aimerait ça que ça reste comme ça. Le résumé ici est assez clé, puis on en est très fiers. Vous voyez, le projet Chimo a été acquis ici. On l'a étudié, mais dès qu'on a pu accumuler puis rentrer l'argent nécessaire et les budgets, les fonds nécessaires pour mettre en œuvre notre stratégie d'exploration, ben ça a pris à peine 3 ans, 10 millions de dollars pour livrer au marché 461 000 onces en catégorie, je me mets toujours indiqué, puis 417 000 onces dans la catégorie présumée, pour un total d'à peu près 880 000 onces. Si on divise 880 000 par 10, ben, ça nous donne une performance d'identification d'à peu près 13 $ canadiens l'once, en aussi peu que 3 ans. Retenez ça, parce que c'est clé pour nous d'avoir choisi, ça résume bien la situation, d'avoir choisi de bons projets, d'avoir appliqué la bonne stratégie, puis avoir une fois les fonds nécessaires bien identifiés, tu canalises à la bonne place, puis ça a quand même une bonne moyenne au bâton. Je vous ai promis que j'allais faire un petit clin d'œil sur nos 3 autres actifs. Chimo, c'est notre actif phare, mais c'est toujours pas le seul projet qu'on a. Et on a 3 autres projets dans notre pipeline. Ils ont toutes les mêmes caractéristiques de Chimo. Une minéralisation qui offre de gros volumes à des valeurs à des teneurs constantes. Des caractéristiques pour minimiser le CAPEX, puis l'empreinte environnementale, puis maximiser le cash flow. Et puis, ils sont tous situés à proximité de concentrateurs et de main-d'œuvre qualifiée. Fait que le projet Chimo, c'est un exemple où est-ce qu'on a appliqué une stratégie focusée. On a valorisé le projet très rapidement, en peu de temps. Et on continue de le faire avec les 3 étapes là, que je vous ai mentionnées, du forage, des estimés de ressources, puis des études d'engineering. Une fois ça, c'est fini, ben, on espère passer et faire répéter le même succès sur le projet Benoît, Fenton et Wilson. Pas plus long que ça. C'était-tu assez clair? J'ai-tu été trop vite, pas assez vite? J'ai sans doute oublié des éléments. Normalement, on fait des présentations corporatives, puis c'est plus marketing. Celle-ci contenait beaucoup d'éléments techniques, puis je suis persuadé que j'ai oublié des éléments clés. Posez vos questions, puis ça va me faire plaisir d'y répondre, soit moi ou M. Lavallière. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu parlais tantôt du chaff ou de l'ancien puits. C'est quoi la dimension du puits comme tel? C'est 6 par 18 pieds. 6 par 18? OK. En mètres, ça fait 1,8 par 5,5 en mètres. C'est du BC Fur. La mine a été fermée en 1997. Le prix de l'or était à 400. T'es noyé rapidement pour empêcher toute dégradation des infrastructures qui sont à l'intérieur de ce puits-là. Une partie du travail, c'est une évaluation de l'infrastructure actuelle. Sans doute, si tu veux augmenter ton hissage, il faut que tu
robustifier, si tu veux, l'intérieur de ça, voire même mettre des rails, puis utiliser des skips plus longs, puis des câbles plus forts. Évidemment, tout passe par essayer d'optimiser chaque paramètre technique du projet. Fait que le puits semblerait, c'est un puits à 3 compartiments de dimensions suffisantes pour permettre d'étudier ce facteur-là. La profondeur du puits descend jusqu'à 920 mètres. Tantôt, j'ai mentionné, j'ai comparé le projet de la mine Lapa à Chimo. Ben, à mine Lapa, la minéralisation, c'est tout un défi. Les gars, ils ont fait ça à partir de la surface. La minéralisation commence à 400 mètres, puis elle s'en va jusqu'à 1500 mètres. Ils ont fait 87 millions d'exploration de la surface, puis ensuite, un CAPEX de 200 millions pour foncer un puits avec les installations de surface, pour exploiter un gisement qui a fini par le livrer 825 000 onces, fermé en décembre 2018. À Chimo, la minéralisation, comme vous avez pu voir, va à part de la surface, puis elle descend à peu près à profondeur du puits actuel, qui est de 920 mètres. D'accord? Fait que ce puits-là n'est pas à refaire. La minéralisation qui était délimitée, ben, c'est le fruit, finalement, de tous les efforts, puis la délimitation du forage qui a été fait au 7,5 mètres par les producteurs Cambiard, puis Louvain. Et puis, quand ils sont descendus, ben, ils repartaient, puis ils laissaient ce minéral-là. Fait qu'on profite de ça. Fait que ça nous a donné un boost énorme. Fait que le puits descend à 920 mètres. Il y a 7 km de galeries souterraines. Puis c'est ça. 4000 trous de forage, des données, on a toutes les données techniques, on a énormément de données historiques sur le projet, ce qui nous met dans une situation où on est un haut niveau d'imputabilité. On ne peut pas se permettre de péter des cartoons. Les données nous rappellent à l'ordre. Oui? En gros, la teneur de coupure me semble basse, mais je ne connais pas les largeurs de chantier, donc c'est vraiment... Ça va être à déterminer. C'est les études qui vont prendre la teneur de coupure, puis vont configurer les chantiers qui permettent d'aller chercher ça. C'est que la minéralisation qu'on constate, qu'on voit à Chimo, si vous lisez nos communiqués de presse, on a toujours présenté à peu près 4 types d'intersections. Des teneurs relativement hautes sur des distances relativement courtes, mettons du 5-6 grammes sur du 4-5 mètres. On avait toujours du 2,4 grammes sur du 40 mètres, puis des intersections intermédiaires. Sous terre, à Chimo, il y a déjà eu des chantiers d'à peu près 20 mètres de large, puis très haut. L'étude qu'on va faire, ça va être justement une étude pour essayer d'optimiser la configuration, le design, la configuration de ces chantiers-là. À 2,5 mètres, les gars vont dire il va falloir faire ça telle largeur. Bien, à 1,5 mètres, ben, alors, à 1,5 grammes par tonne, il va falloir faire ça telle dimension. Puis là, ben, les chiffres vont parler d'eux-mêmes, puis vont guider vers une solution. Vont impacter le plan de minage, puis évidemment, le hissage, c'est un autre mandat, là, mais bon, ça répond à... Oui, bonjour, Serge Rourier, Sayonne à Québec. Vous avez parlé de 2 trous pilotes à faire ou qui ont été faits. Vous parlez de technique de balayage. Est-ce que c'est... quelle technique vous utilisez? Est-ce que c'est des wedges ou une nouvelle technologie? Très bonne question, ça. C'est une très bonne question. On a les foreurs présentement, pas de votre faute, d'Orbit Garage sur le site, et on a Tech Directional. Fait que c'est du forage directionnel, évidemment, contrôlé. On fait les trous à partir de la surface, puis on les descend pour frapper, intersecter la minéralisation. Et le design du trou est fait de façon à pouvoir intervenir dans le trou pilote, poser un wedge
et avec le concours de tech drilling, orienter le trou, le laisser aller un peu, avec des mesures d'orientation, le réorienter jusqu'à temps qu'il réatteigne ses prochaines cibles. Fait que le trou pilote vient péter ici. Après ça, on fait des branches en montant pour traverser. Puis à chaque branche, bien, quand on intersecte la minéralisation, Gaétan, tu me corrigeras, on fait ce qu'on appelle des micro-cotes. Là, on fait juste mettre un wedge directionnel, embarque pas, on fait juste mettre un wedge, puis on va essayer de faire une cote à 15-20 mètres, juste pour avoir comme 3 points dans l'espace. Fait qu'on a un premier trou pilote, des micro-cotes, une branche, micro-cote, une branche, micro-cote, une branche, micro-cote, puis là, ça nous permet, oui, Gaétan m'en parlait justement, ça aurait été intéressant de voir le balayage qu'ont fait les 2 premiers trous pilotes ici. C'est un vrai spaghetti. C'est un vrai spaghetti, puis ça coûte plus cher, mais au moins, quand on dit qu'on a un point de percée là, sur une longitudinale, ben, il est vraiment là. Il n'est pas 20 mètres à côté, il est là. Puis ça, en soi, ça a énormément de valeur. Pour répondre, tantôt, Robert a dit que j'étais sur la découverte de Belle-Alor Sud à Matagami en 92, 94. Bon, on faisait ça avec des tests acides. C'était une autre sorte de casse-tête, mais laissez-moi vous dire que Ronan Deroff puis Gaétan Lavalière, ils ne dorment pas plus. Ils font ça, puis sont en étroite collaboration avec l'équipe de forage traditionnelle, puis Tech Directional. C'est de la haute voltige. D'autres questions? Ah, ouais. Est-ce qu'il y avait des questions qui provenaient du web? Non? Pour le CAPEX, Philippe, tu as peut-être juste oublié de mentionner comment on réduisait le CAPEX. Qu'est-ce qu'on vise à faire avec nos projets par rapport au CAPEX? Tout à fait. Quand on choisit nos projets, évidemment, une des valeurs du projet, ben, c'est de réduire ce qu'on va avoir à mettre dedans pour le développer. Chaimo s'y prête bien. Il y a de l'infrastructure déjà en place. Un puits. Il y a des galeries. Et la minéralisation, la façon qu'on l'a choisie, où elle se présente, elle nous permet intrinsèquement de encore optimiser ça plus, d'accord, en nous donnant le luxe de choisir le type de chantier qu'on va vouloir configurer, en tout cas-ci du 1.5 ou 2.5, et en plus, avec le plan de ore sorting ou de triage à la surface, bien, quand ce minéral-là monte, on est capable de le trier sur place, puis l'envoyer à un moulin. On ne construit pas de moulin de concentrateur sur notre projet. On n'en veut pas. On n'a pas besoin de parc à résidus. On concentre le minerai, on l'espère le concentrer, puis l'acheminer à une autre usine. Et réduire les coûts de transport, réduire les coûts d'usinage, parce qu'on envoie moins de matériel. Fait que c'est ça quand on parle de minimiser le CAPEX, c'est-à-dire l'investissement pour décoller le projet, ben c'est ça. Puis évidemment, ça a un impact sur l'empreinte environnementale. D'accord? Permis de minage au Québec, je ne sais pas si ça existe, c'est un permis d'entreposer du matériel. Hein? Tu mines, mais en réalité, c'est où c'est que tu vas mettre tes résidus, puis comment tu vas les traiter. C'est plutôt ça le permis. Vous aviez une question, monsieur? Oui, est-ce que c'est possible de tester plusieurs corridors à partir des mêmes trous de forage? Absolument. Oui, c'est possible, évidemment. Là, ça c'est aussi une très bonne question. On va l'avoir ici, là. Évidemment, quand on part, là, on n'a pas montré ici le couloir nord qui est là, qui des zones 1 à 4, puis le couloir sud qui est tout l'ensemble des zones 6. Mais évidemment, quand on part du nord vers le sud, on traverse plusieurs zones. Le hic est que la façon qu'on enligne le trou
pour aller frapper notre vraie cible, ben il ne frappe pas nécessairement les autres zones ménarésées exactement où est-ce qu'on voudrait qu'il frappe. Alors, on est obligé de vivre avec ce point-là. D'accord? Parce que sur Chimo, le secret de ces flûtes-là que vous voyez, c'est l'intersection de deux structures. Une structure qui est essentiellement ouest, nord-ouest, est-sud-est, et avec un pendage vers le nord, puis des structures plutôt nord-sud, avec un pendage vers l'ouest. Fait que la chute, la plongée est spécifiquement vers le nord-ouest. Et quand tu essaies d'aligner un trou pour frapper ce crayon-là, ben, il y a la fabrique de la roche qui vient interférer le design optimal que tu aimerais avoir pour frapper toutes tes structures, toutes ces intersections-là. Tu vis un peu avec ces contraintes-là. J'ai bien répondu? OK. Je me demandais, le ore sorting, avez-vous regardé le faire sous terre directement ou pas encore? À ce stade-ci, on se familiarise, on est conscient de la technologie. On sait que ça fonctionne. On a des compétiteurs qui s'en servent à succès sur certains autres projets. Et c'est un mandat qu'on va étudier, on va designer le défi, puis on va demander à ces firmes-là de nous dire c'est quoi les probabilités, là. C'est quelle granulométrie. Fait que ça, pour l'instant, est-ce que ça va être à la surface ou sous terre? Moi, je préconise que ça va être plus à la surface, là. Parce que si tu ramasses ton stock puis tu le lisses, ben, ça va se faire à la surface, puis là, ben, c'est plus facile que si tu le fais sous terre, puis là, c'est le stockage, puis la manutention. Vas-y, Gaétan, mais je pense que c'est ça. Ça te prendrait des stopes ouvertes en dessous pour mettre la partie que tu veux rejeter, puis on n'aura pas de la façon que c'est organisé. Donc, il faut le monter en haut, quitte à le retourner par un tuyau dans les stopes aux bons endroits par la suite. Mais il faut obligatoirement le monter en haut. OK, il y a d'autres questions, tant mieux. Mais je veux quand même avoir le mot de la fin. C'est mon privilège. La prochaine étape, Philippe, par rapport à l'étude des ressources que vous allez faire avec, je pense, suite à l'énoncé de ce matin, avec Innovexpo, quelle est la prochaine étape pour vous? Bien, évidemment, le forage qu'on fait présentement ne sera pas inclus dans le nord et le sud. Ça, c'est des données qui existent déjà. Mais le forage qu'on fait présentement devrait sans doute contribuer à un troisième estimé de ressources beaucoup plus tard dans l'année, qui va intégrer les données, les résultats qu'on a présentement, à ceux de l'estimé de ressources du couloir central plus le nord et le sud. Puis rendu là, ben, les études d'ingénierie, d'optimisation vont peut-être nous orienter vers, regarde bonhomme, c'est ça ta teneur de coupure. C'est ça la logique du projet, là. Essaye pas de forcer un pieuron dans un carré, c'est ça. Et là, à ce moment-là, ben, l'estimation de ressources ultime ben, va prendre en considération ces paramètres-là. Puis à cette époque-là, ben, peut-être qu'il va y avoir un nouveau prix d'or qui va être considéré. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le projet évolue dans le bon sens. Pour nous, là, la première chose, c'était de faire nos campagnes de forage phase 1, 2, 3. On a appris énormément, ça nous a orientés. Puis là, ben, on a suspendu le forage en juin dernier uniquement pour plusieurs raisons. Il y avait la raison que le marché était absent. Peu importe les résultats de forage qu'on sortait, il n'y avait aucun amour pour ces résultats-là. Le deuxième, c'est qu'on avait une encaisse à cette époque-là d'à peu près 6 ou 5 millions, puis on ne voulait pas baisser plus bas que ça. Dans une situation où est-ce que le marché ne donne pas d'amour pour ton projet, ben, diminue pas ton encaisse. Puis troisièmement, bien entendu, on savait pertinemment on sentait que le projet avait atteint un niveau où est-ce il pouvait nous livrer un premier estimé de ressources qui serait similaire à ce que le projet de la mine Lapa venait juste de finir de miner, là. Fait que pour nous, c'était un bon point de départ, là. Fait que ça, parti là-dessus, on a décidé de réamorcer le forage
forer une zone qui est des plus prometteurs, de compléter les estimés de ressources nord et sud. Hein, fait que ça devrait continuer à accroître le potentiel et la valeur du projet, on l'espère. Puis finalement, ben, les études d'ingénierie. J'espère que je vous ai convaincu que on est à une étape un peu charnière cette année. Si le marché nous laisse tranquille, on est capable de faire tout ce travail-là comme il faut, on va avoir une vraie image de la valeur du projet. Puis là, ben, toutes les options sont ouvertes pour nous. Toutes les options sont ouvertes pour nous. Marc Bourgeois, à ce moment-là, vous anticipez un début d'opération de la mine dans combien de temps environ? Ça, on n'a pas ça dans les cartes pour l'instant. C'est le travail qu'on fait présentement qui va, vers la fin de l'année, nous orienter à répondre à ce type de questions-là. Mais là, ça serait irresponsable, irrespectueux d'essayer de donner une date. Non, pas d'autre. J'en ai une pour toi. Par curiosité, là, étant que tu es le cofondateur de Ressources Cartier, d'où ça vient, ça, Cartier? C'est quoi la signification Ressources Cartier? Bon, M. Descarreaux et moi-même, feu M. Descarreaux, et moi-même, on a été un petit peu heurtés de se faire dire qu'il fallait que tu sois à Toronto puis Vancouver pour être entrepreneur puis partir des compagnies. Fait qu'on, en résumé, on a créé l'image de notre société dans son sous-sol et mon sous-sol en 2006. À ce moment-là, on avait une compagnie privée. M. André Grosmont de Virginia avait une société de capital de démarrage. On a fusionné ces deux compagnies-là en 2007, mais là, on n'avait pas de nom. Puis on voulait un nom qui se disait aussi bien en français qu'en anglais, parce que veut pas, ben, le financement, le marketing de nos compagnies se fait largement en dehors du Québec. Et Ressources Gazon, ben, ça passe pas bien. Fait que on voulait le nom d'un explorateur et on est tombé sur Cartier, Jacques Cartier, qui a quand même essayé de trouver le passage nord-ouest pour les Indes et la Chine. Il s'est planté 3 fois. Il a quand même découvert le Québec. Et puis, on retient de ça sa persévérance. Une idée en tête, il sait que c'est la bonne chose, puis il fonce. Puis Cartier, ben, se dit aussi bien en anglais à cause de la joaillerie Cartier. Fait qu'on s'est attardé à ce vocable-là. On a fait nos recherches, le nom n'était pas pris. Et puis ben, le ticker, ECR, c'est Exploration Cartier Resources. C'est de là que ça vient. Merci. Je vous remercie de votre patience parce que normalement, comme j'ai dit au tout début, les présentations sont axées. Vous avez pu voir qu'il n'y avait aucun stock chart. Il n'y avait rien. C'est un essai que je fais à soir avec vous de présenter, dans le fond, le résumé du communiqué de presse qu'on a sorti ce matin. Vendredi, je la traduis en anglais. Et jeudi prochain, je la présente dans le cadre d'un Online Investment Conference. Et puis là, le monde, bon, ils vont être assis derrière leur ordinateur, puis ils vont en avoir à Zurich, à Genève, puis à San Diego. Fait que ça va être une expérience. Puis je vous remercie d'avoir été attentif. Gaétan va sans doute dire, sur ce slide-là, tu as manqué telle affaire, mais ça, c'est correct. On va l'améliorer. Amélioration continue. Puis, ben, je vais plugger l'ICM Amos dans ma présentation jeudi prochain. Ah oui, s'il y en a qui veulent l'écouter en français, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Ben, merci, Philippe. Juste avant de quitter les gens en ligne, je voudrais juste annoncer la prochaine conférence. C'est le 16 février. Elle est à la Sarre, celle-là. Villa Monrepos. C'est Sylvain Lépine de Ressources Yorbeau qui va venir présenter. La prochaine à Amos, c'est le 24 mars. C'est Alain Beauséjour de MISA qui va venir animer la présentation.
Et je voudrais juste vous rappeler que le 28 mars prochain, en fait, je dis rappeler, mais je vous annoncer plutôt, parce que je ne l'ai pas encore annoncé, que le 28 mars prochain, ça va être notre cabane à sucre annuelle au refuge Pajot. Fait que bonne soirée pour les gens qui sont en ligne. Nous, ici, on continue encore avec quelques petits